C'est bon? Ah, très bien. Je ne savais pas que j'avais la capacité d'être chef d'orchestre. Bien, bah écoutez, c'est bien un dimanche matin dans une petite ville landaise, puisqu'on est taxé de petit village landais par le quotidien local, d'être capable de rassembler une belle salle comme ça pour accueillir notre candidate Anne Hidalgo. Moi je suis très heureux de vous voir ce matin à Morsinx-la-Nouvelle. Très heureux au nom de Stéphane Christophe Lourd, secrétaire de section, grand organisateur, militant émérite qui, avec tous les copains de la section hier soir, ont préparé cette salle après avoir passé une belle soirée en accueillant une chanteuse guatémaltèque. Donc ce matin, on fait de la politique à la salle du Maroc. Et je suis très heureux d'accueillir Anne Hidalgo, notre candidate pour les élections présidentielles. Très heureux de t'accueillir en terre socialiste à Morsinx-la-Nouvelle. Alors pourquoi Morsinx-la-Nouvelle d'ailleurs? Tout simplement car nous avons créé une commune nouvelle en 2019 qui rassemble les 4 villages d'Arjusan, Garros, Morsinx et Sender. Nous avons ici historiquement des principes assez simples en matière d'engagement. Et j'en profite pour saluer mes 2 prédécesseurs qui sont par là, maires en leur temps, Pierre Cross et Jean-Claude Deyre, qui ont porté au effort les couleurs du Parti socialiste dans cette commune. Des principes, je disais, qui peuvent se résumer à quelques mots. Simple. Militantisme politique et syndical, avec une section socialiste active de 120 adhérents pour 5 à 6 000 habitants. Bénévolat associatif, avec près de 100 associations locales qui contribuent à la vie de notre commune. Ou encore, Union de la gauche, qui se traduit par le partenariat que nous avons localement avec les camarades du Parti communiste pour gérer cette commune. Ce matin, de nombreux élus locaux, conseillers municipaux, maires, présidents de communautés de communes, des élus départementaux ou régionaux, nos 3 parlementaires, sont présents dans cette salle du Maroc pour te témoigner à Anne leur soutien. Si nos collectivités sont majoritairement dirigées par des élus de gauche, c'est tout simplement que les choix politiques, les engagements et les actions portées sont portés sans équivoque. Quand par exemple, au conseil départemental des Landes, avec notre président Xavier Fortinon ici présent, vous pouvez applaudir. Quand avec Xavier, ici présent, nous maintenons la gratuité des transports scolaires, car nous faisons le choix de n'avoir que des EHPAD publics ou associatifs à but non lucratif. Quand nous travaillons à la revalorisation des métiers du maintien à domicile, services de proximité portés à 70% par nos CIAS, nous sommes taxés d'irréductibles landais. De gauche, on est à gauche. De gauche. Mais la confiance témoignée par les citoyens de nos territoires nous confirme que nos choix sont bons, que nos orientations sont justes. Ici, nous savons encore faire la différence entre des politiques de gauche et de droite. Et le programme du candidat président nous confirme que ceux des nôtres qui s'évertuent à le soutenir ont malheureusement pris un virage irréversiblement droitier. Il nous reste 14 jours. 14 jours pour expliquer ces différences. 14 jours pour convaincre ceux des nôtres qui hésitent encore. 14 jours pour dénoncer le vote refuge du président sortant, qui depuis qu'il est nouveau candidat, propose un programme ultra conservateur pour les 5 prochaines années. Et pour finir, sur une anecdote, Anne, ici à Morsinx-la-Nouvelle, nous étions 5 élus autorisés à parrainer un candidat aux élections présidentielles. Mes 3 collègues maires délégués, ici présents, Rosemary Abraham, Isabelle Cantegreil et Yannick Villatoro. Jérôme Baylac, adjoint de Morsinx-la-Nouvelle et président de la communauté de communes, et moi-même. Et je vais te le dire, ici, tu as fait 100%. Merci. Il est brillant, donc, un beau de même. Chers amis,
chers camarades pour beaucoup, chère Anne, bienvenue dans les Landes, au corps de cette 3e circonscription, si cher à Henri Magnoli, dont on a honoré le souvenir des 5 ans de sa disparition lundi dernier. Et aujourd'hui, terre d'élection de Boris Vallaud qui a si brillamment repris le flambeau. Je voudrais en premier lieu remercier celles et ceux sans qui il n'y a pas de campagne, pas d'élus, nos militants, nos sympathisants, qui chaque jour distribuent, affichent ou préparent la salle dans la nuit comme ici. Ils ne ménagent pas leur temps ni leur peine. Merci, vous pouvez les applaudir. Que dire de cette campagne? Chacun voit la force des vents contraires qu'il nous faut affronter. La difficulté d'être audible, d'imposer nos thèmes, nos réponses aux problèmes des Français. Pour une société plus solidaire, plus juste, plus durable. La pandémie n'est pas encore derrière nous. La guerre en Ukraine font que la première aspiration de beaucoup est peut-être aujourd'hui de survivre plus que de vivre mieux. La mort frappe à nouveau à notre porte, la porte d'une Europe qui se croyait protégée. Permettez-moi à cet instant d'avoir une pensée pour le peuple ukrainien, dont le tragique destin n'est pas sans rappeler celui du peuple espagnol, qui a si profondément marqué nombre d'entre nous. Dans ce tumulte, face à l'adversité qui oppose force et courage, là où beaucoup auraient pris la poudre d'escampette pour choisir au prix de quelques trahisons des destins plus douillets. Je ne cite personne. Alors que je suis particulièrement heureux de vous accueillir si nombreux dans cette salle, alors où, paraît-il, les socialistes auraient disparu, en tout cas pas dans les Landes, pour cette réunion dominicale que certains voudraient transformer en requiem. En effet, depuis 2017, chaque élection est une longue suite d'articles, de sondages sur la disparition de la gauche, des socialistes en particulier. Souvenez-vous des municipales, qui devaient être un désastre. Pourtant, ce ne fut pas le cas. Pas ici, pas à Paris, cher Anne. Pauvre marcheur, pauvre Agnès Buzyn, pauvre, comment il s'appelait, Benjamin Griveaux, qui avait fait de ta défaite une priorité. Mal leur en a pris. Souvenez-vous des départementales, chers camarades landais, de ces articles, y compris de la presse nationale, qui imaginaient que la gauche pouvait perdre les Landes. Résultat, on est passé de 20 à 26 élus au conseil départemental sur 30. Et les régions, qui avait prédit qu'elles seraient plus nombreuses à gauche à l'issue du second tour qu'à l'issue du premier? En tout cas, la gauche n'est pas morte sur les territoires, elle est encore bien vivante, et on compte le montrer, y compris le 10 avril. Et là, pour les présidentielles, nous devrions nous effacer, abdiquer, car notre temps est passé, nous serions victimes d'une obsolescence programmée. Mais qui aujourd'hui représente cette gauche sur l'échiquier politique qui peut à la fois s'insurger et gouverner, prendre la responsabilité du pouvoir, accepter, et oui, de se tromper de temps en temps, car agir, c'est accepter l'erreur, camarades. Mais c'est à ce prix que nous avons pu changer la vie de beaucoup à travers les années. Rien des grandes avancées sociales de ce pays nous est étranger. Le Front populaire, le Conseil national de la résistance, avec Mendès, avec Mitterrand, avec Jospin et bien d'autres. Alors vous l'avez compris, plus qu'un vote utile, il nous faut une gauche utile, utile aux Françaises et aux Français. Ne vous trompez pas, c'est bien pour cela que certains veulent nous voir disparaître du paysage politique. Pourquoi serions-nous éternellement condamnés à choisir entre le parti de la régression sociale d'Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse et les ténèbres de l'extrême droite? La gauche serait-elle juste bonne à protester, à signer des pétitions ou à défiler dans la rue? Il faudrait faire l'impasse sur ces élections pour se concentrer sur une reconstruction de la gauche. Mais avant de vouloir cueillir les roses de demain, il faut semer
Et avant de semer, il faut labourer. Et quelle meilleure époque pour labourer que le début du printemps où nous sommes. Alors, nous allons labourer ces terres fertiles pour la gauche, dans les Landes, porter avec toi l'espoir d'un monde plus juste, gage d'émancipation, pour toutes et tous, fiers du programme que tu portes, fiers aussi de la promesse républicaine que tu incarnes. Alors, comme le disait Henri, il n'y a pas de repos pour celui qui combat l'injustice. Nous allons labourer avec Boris, avec Monique, Éric, Xavier, Charline, Pierre, et avec les femmes et les hommes épris de progrès, de justice sociale, pas au service d'un parti, au service de tous. Alors le 10 avril, votez socialiste, votez Anne Hidalgo. Merci. Vous êtes là, mes chers amis, mes chers camarades, comme à chaque fois, et je dois vous dire le plaisir qui est le mien aujourd'hui de t'accueillir, Anne Hidalgo, dans ce département qui m'est cher, qui t'est cher aussi, et auquel nous tenons les uns et les autres comme à la prunelle de nos yeux. Tu le sais, Anne, les Landes sont une terre de tradition. Et il était de tradition de recevoir les candidats à l'élection présidentielle. Ça a porté bonheur à beaucoup d'entre eux. Et je te le souhaite. Nous sommes une terre de tradition et on y tient. Et on nous dit parfois que nous sommes une terre de tradition socialiste. Et je dois te démentir de ce point de vue-là. Non, nous ne sommes pas socialistes par tradition. Nous sommes socialistes par exigence, par état d'esprit, par engagement, par nécessité. Nous sommes, avec Henri Emmanuelli, dans sa continuité, dans la fidélité à ce qu'il nous a légué, nous sommes socialistes parce que nous ne nous trompons jamais de combat. Notre combat, c'est celui de la justice et de l'égalité. Et celles et ceux pour lesquels nous nous battons, ce sont les Français modestes, les catégories populaires, pas pour ne parler qu'à elles, mais comme condition pour parler à toutes et à tous. Nous sommes socialistes avec la politique publique de l'eau, parce que depuis longtemps, nous avons engagé le bras de fer avec ces fermiers qui se faisaient beaucoup d'argent sur le dos des Landaises et des Landais. Nous sommes socialistes avec la gratuité du transport scolaire parce que les inégalités sociales ne commencent pas au pied de l'école, mais au pied du bus, et parce que nous sommes attachés à l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Nous sommes socialistes avec la politique agricole du département qui n'oublie pas que nous sommes une terre de gémeurs et de métayers et que parfois, quand ils sont mécontents, ils se révoltent à juste droit pour faire valoir les leurs. Nous sommes socialistes, comme l'a dit Paul Carrère tout à l'heure, parce que nous avons fait le choix de vivre ensemble, de grandir ensemble dans des écoles mixtes, de vivre ensemble dans les gradins des arènes des courses landaises, des salles de basket. Mais nous avons choisi aussi de vieillir ensemble avec des EHPAD à but non lucratif, parce que nous ne voulons pas d'école pour les pauvres et d'école pour les riches, mais nous ne voulons pas plus d'EHPAD pour les pauvres et d'EHPAD pour les riches. Oui, nous sommes socialistes, parce que, comme le disait Durkheim, le socialisme est un cri de misère, et que nous sommes celles et ceux qui l'entendons dans les moments difficiles. Et la période est difficile. Alors Anne, je te le dis, si nous allons voter pour toi, ce n'est pas par tradition. Nous allons voter pour toi par conviction, parce que ton programme est socialiste, parce que tu t'adresses d'abord à celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, à celles et ceux pour lesquels la fin de mois, ça n'est pas le 30, mais le 15, à celles et ceux qui ont des vies invivables et auxquels nous avons décidé de consacrer notre engagement et ta candidature. Nous allons voter pour toi parce que tu as mis la question sociale au cœur de ton projet. Nous allons voter pour toi parce que tu as mis le travail au cœur de ton programme. Le travail qui paye, le travail digne et porteur de sens, pas celui qui abîme et qui ne permet pas de remplir le frigo et de boucler les fins de mois. Nous voulons que le travail paye avec toi, pas comme Emmanuel Macron,
qui, en réalité, avec la prime d'activité, ne demande pas aux employeurs de payer, mais fait, en augmentant la CSG des retraités, les poches de nos grands-mères. Nous sommes avec toi parce que tu vas augmenter le SMIC de 200 € net par mois, pour toutes celles et tous ceux que nous avons applaudis à 20 h et qu'Emmanuel Macron déçoit déjà. Nous allons voter pour toi parce que tu as mis la question de la santé au cœur de tes exigences. Parce que tu as décidé de soigner l'hôpital. Parce que tu ne crois pas que la saignée budgétaire, parce que tu ne crois pas aux maladies imaginaires, viendrait réparer un hôpital soumis à rude épreuve. Nous sommes avec toi parce que tu crois à l'égalité, parce que tu crois à la justice, parce que tu as décidé que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, que l'égalité des droits entre les femmes et les hommes serait la grande cause de ton quinquennat, pas en mots, mais en actes. Nous votons pour toi parce que tu remets l'école au centre du village. Après ces 5 ans sous les auspices du sinistre Blanquer, plus habile à défaire qu'à faire, qui croit au destin de perdant, qui veut que chacun reste à sa place, là où toi tu veux, dans cette société, une place pour chacun, eh bien, nous voterons pour toi parce que tu crois à l'école de la République, parce que c'est ton histoire, parce que c'est celle de beaucoup de ceux qui sont sur ces bancs aujourd'hui et qui croient que rien n'est écrit au berceau pour personne. Nous voterons pour toi parce que tu crois à la laïcité, parce que tu crois que c'est la seule façon de vivre ensemble, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre philosophie, quelles que soient nos croyances, que l'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Tu sais que c'est une défense acharnée qu'il ne faut jamais céder à personne sur ce point. Nous voterons pour toi parce que tu as mis la question environnementale au cœur des priorités, une écologie populaire, pas l'écologie bourgeoise des bobos de centre-ville, pardon, on peut aussi travailler pour eux, mais pour celles et ceux qui souffrent et auxquels viennent se superposer les injustices environnementales aux injustices sociales. Nous voterons pour toi parce que toi tu fais l'écologie des classes populaires, l'écologie des vulnérables, l'écologie qui desserre la ceinture, qui permettra aux uns de mieux vivre, de mieux se nourrir avec l'agroécologie, de mieux se déplacer avec la baisse de la TVA sur les transports en commun, de mieux se chauffer, parce que cela, 12 millions de Français vivent aussi mal qu'ils se chauffent mal. Nous voterons pour toi parce que tu n'oublies personne dans cette nécessaire et urgente transition environnementale. Et puis Anne, nous voterons pour toi par conviction, mais aussi par nécessité, parce que sinon, que se passera-t-il? Nous ne croyons pas à la gauche nihiliste, à l'eschatologie révolutionnaire, à cette gauche tellement revenue de tout qu'elle ne sait plus où elle veut en venir, et qui ne cesse de promettre le grand soir parce qu'elle ne connaît jamais l'aube de l'exercice du pouvoir. Est-ce que ce sera les candidats des fractures, Zemmour ou Le Pen, celles qui n'ont comme promesse que la guerre civile, la haine de l'autre et le repli sur soi? Non. Cela souffle sur les braises, mais il n'aspire qu'au sang, et toi, tu es fidèle à la flamme que j'aurais te demander d'entretenir. Pécresse, on va passer à Macron tout de suite. Et sinon, ce serait Macron? Ce serait pour nous un 3e mandat Sarkozy? Non. Non, nous aurions, s'il devait venir à gagner, comme certains sondeurs nous en font la promesse, nous aimons faire démentir les promesses. Nous aurions le vrai Macron. Le Macron sans masque, sans phare, sans filtre, sans empathie. Nous aurions le Macron qui n'est pas gouverné par les crises, mais qui applique son programme libéral et conservateur. Parce que regardez ce qu'a été ce quinquennat. Il aura fallu la crise des Gilets jaunes pour qu'ils consentent à leur donner quelques copecs, dont l'expression n'est peut-être pas la plus heureuse, quelques euros. Il aura fallu des grandes manifestations dans les rues de Paris, mais dans les rues de Mont-de-Marsan et de Dax aussi, de cette jeunesse inquiète pour son avenir, pour que nous ayons quelques modestes mesures
en faveur du climat alors qu'il aura été condamné pour inaction climatique? Il aura fallu une pandémie mondiale, des millions de morts dans le monde, des centaines de milliers de décès, beaucoup de malades qui portent encore la blessure de la Covid dans leur corps, pour avoir le Ségur de la santé, et pour prétendre tout changer pour que rien ne change. Non, demain, nous aurons le vrai Macron. Nous aurons le Macron qui forcera les plus modestes d'entre nous au RSA à travailler au salaire bulgare. Nous aurons celles et ceux qui auront commencé à travailler tôt, qui devront travailler plus tard. Nous aurons ces femmes qui, après une vie de petits boulots, de petits salaires, auront une petite retraite. Nous aurons toujours plus de pauvres morts au moment d'atteindre l'âge de la retraite. Non, nous n'en voulons pas et les Français n'en veulent pas. Après le quoi qu'il en coûte, la seule promesse qu'Emmanuel Macron pourra tenir, c'est celle qui va en coûter aux plus modestes. Et pour cela, il faut une présidente pour les défendre. Ce sera toi, Anne. Avant de vous céder la parole, je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui sont là, en vous disant que nous avons une candidate qui ressemble à la France. Nous avons une candidate qui ressemble aux Françaises et aux Français. Une candidate venue de l'étranger, comme beaucoup de nos compatriotes, qui sont aujourd'hui, même si certains leur ont dénié le droit, nos semblables, nos frères, nos concitoyens, des Français comme nous, et nous en sommes fiers. Une femme venue du fond de l'Espagne, quand la misère s'y abattait, quand le franquisme menaçait. Une femme venue du fond du peuple, des quartiers populaires, une fille d'ouvrier, une fille de couturière, qui sait ce qu'est le dos cassé au-dessus de la machine à coudre, qui sait ce que sont les mains et le cœur et le corps suppliciés des ouvriers qui ont un métier dur. Une fille venue du fond de la République, qui sait ce qu'elle peut de meilleur quand elle tient ses promesses, par l'école, par le travail, par les services publics, par l'égalité et la justice. Alors mes camarades, je vous le dis, il nous reste 14 jours. Debout la gauche, debout les militants, debout les sympathisants, debout toutes celles et tous ceux qui ne se résignent pas au destin écrit d'avance. Vive la République, vive le socialisme et vive la France. Nous sommes avec toi, c'est Anne. Cette chaleur, cet enthousiasme. Je veux bien sûr remercier Paul, monsieur le maire. Je suis comme toi une mère aussi. Et je peux te dire que je sais que ce travail-là, même si nous sommes dans des communes très différentes, en fait est le même. C'est cet attachement aux autres, à résoudre les problèmes au quotidien et à le faire avec la boussole qui est la nôtre, celle de cette famille politique socialiste qui a tant transformé ce pays et qui fait que la République française est ce qu'elle est aujourd'hui. Sans nous, elle ne serait pas cela. Et sans les maires, sans tous ces élus qui sont ici, le département, cher Xavier, merci aussi à toi. Merci à Eric, parce que c'est vrai que je parcours la France dans cette campagne et je peux vous dire que même si on entend, et c'est vrai, notre parti n'est pas au mieux de sa forme, hein, ça c'est clair, on s'en rend compte. Mais il y a toujours, dans tous les coins de France, et ici dans les Landes en particulier, ces militants, ces femmes et ces hommes qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir, qui vont coller des affiches, qui distribuent, qui sont là, qui me conduisent depuis Auch, puisque j'étais à Auch hier soir jusqu'ici ce matin. Ça s'appelle de l'engagement. L'engagement militant, cet engagement politique, cette école aussi politique, cette école de la vie que portent notamment nos fédérations. Je veux te dire un immense merci de maintenir cette flamme aussi très vivante ici dans les Landes. Merci à toi, Eric. Et puis, avant d'en venir
à Boris et à nos parlementaires, Eric aussi, je voudrais vous dire que j'ai vraiment voilà, une émotion toute particulière à être là avec Nicole Perry, chère Nicole, pour qui j'ai eu la chance de travailler il y a un peu plus de 20 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas, mais quand même, je peux dire qu'avec Nicole, au secrétariat d'État aux droits des femmes, qu'elle a porté avec beaucoup de force, de brio, aux côtés de Martine Aubry et avec Lionel Jospin, j'ai passé sans doute les plus belles années de ma vie, pas simplement parce que j'ai rencontré Jean-Marc, qui est là aussi, qui était aussi au cabinet, mais aussi parce que ce que nous avons porté ensemble et ce que tu portais, chère Nicole, est aujourd'hui encore une trace indélébile de ce que la gauche, cette gauche républicaine, cette gauche européenne, et combien tu as porté aussi le combat européen, cette gauche-là, c'est celle qui transforme la vie des femmes et des hommes, et en l'occurrence, la vie des femmes. Merci à toi, chère Nicole. C'est un immense bonheur de te retrouver avec Albert, ici dans cette salle. Et puis, dans cette campagne, dans ce moment, dans cette situation politique à la fois très particulière, j'ai pu compter sur le soutien fidèle, je le dis ici, intelligent, fidèle, toujours là, de Boris. Boris Vallaud, tu as porté ces 5 dernières années non seulement les couleurs des Landes, bien sûr, à l'Assemblée et partout, parce que j'entends parler tous les jours avec Boris des grands défis ici des Landes. Et c'est très bien qu'il le fasse, et il le fait sans jamais oublier d'alerter tout le monde. Mais il a été aussi un de ceux qui, à l'Assemblée nationale, a porté le combat. Et le combat à partir de quoi? Bien sûr de ses convictions, de cette force qu'on a vue encore en lui à l'instant, mais à partir d'un travail sur des projets de loi, sur des lois qu'il a combattues, des amendements qu'il a portés, et qui sont des lois et des amendements, ce qu'il a porté, qui s'inscrivent dans nos racines socialistes, et qui bien sûr sont des propositions modernes, parce que Boris fait partie de comme toutes ces femmes et ces hommes élus de notre République, et notamment à l'Assemblée nationale sous nos couleurs, qui portent aussi une vision de l'avenir. Et je veux le remercier parce que son travail a permis aussi de porter le projet que je porte aujourd'hui devant les Françaises et les Français. Merci à lui. Et puis il est toujours là, effectivement, au combat, dans ce combat très difficile. Comme Eric, je veux te dire que toi aussi, dans ces propositions que nous avons portées, j'ai pu compter sur toi, et compter sur toi notamment sur cette vision moderne de la démocratie, de comment on doit pouvoir fonctionner dans un pays qui s'est tellement divisé, que nous devons retrouver le chemin d'une démocratie, d'une république apaisée dans laquelle on retrouve le goût de débattre, le goût de l'autre. Et je te remercie parce que les propositions que nous portons, notamment sur cette question de la démocratie, te doivent énormément. Et merci à Monique, bien sûr aussi au Sénat, d'avoir accompagné tout ce travail. Et puis enfin, dans ces remerciements, la figure, bien sûr, d'Henri Emmanuelli, cette figure qui est là, qui est une figure exigeante, une figure d'un socialiste qui ne lâchait rien, qui était intransigeant et qui en même temps était profondément humain, qui savait aussi aller puiser dans la vie de ses semblables ce qui l'inspirait en politique. Et pour moi, c'est sans doute une des meilleures façons de faire de la politique, partir toujours du réel et être toujours fort, exigeant sur à la fois ses convictions et bien sûr ses valeurs. Alors, merci à Henri, auquel je veux rendre hommage aussi devant vous ce matin. Cela a été dit avant moi. La situation est bien sûr difficile parce qu'une guerre est là en Europe, parce que cette guerre nous oblige à être dans la responsabilité qui est la nôtre, et très rapidement, immédiatement, avec vous, en votre nom, j'ai porté cette responsabilité. Quelle est-elle? De dire que le dictateur qui aujourd'hui agresse l'Ukraine, c'est Vladimir Poutine, c'est un dictateur et c'est lui l'agresseur, c'est ni l'OTAN ni l'Ukraine qui essaye tout simplement de défendre sa culture, sa vie, sa vision et la liberté de son peuple. D'autres ont confondu, et on y reviendra,
ce qu'étaient l'agresseur et l'agressé. Porter en notre nom, en responsabilité, le fait, oui, qu'il nous faut une Europe encore plus forte. Et une Europe qui aille vers cette Europe de la défense, parce que ma première pensée, quand je vois cette guerre, c'est bien sûr de soutenir et de penser à ce peuple ukrainien si vaillant, si courageux, qui s'oppose, qui résiste et qui d'ailleurs fait reculer les troupes de Poutine, ce qui n'est pas rien. Mais c'est de penser aussi à la protection des Françaises et des Français. Et cette protection, elle passe, pour moi, par l'Europe, par cette Europe que nous devons poursuivre, construire, bien sûr en respectant chacune et chacun, et bien sûr en y mettant toutes de nos valeurs. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons porter et qui est là, qui inquiète beaucoup de nos concitoyens. Et cette crise en Ukraine m'a amené, comme beaucoup ici, à dire qu'il fallait, oui, soutenir aussi nos amis ukrainiens en leur permettant d'avoir des armes pour se battre. Et oui, le parallèle avec la guerre d'Espagne est souvent là. Et comment pourrais-je ne pas le faire moi-même ? Il nous faut être à leur côté pour leur permettre de se défendre et de se libérer. Et ne jamais confondre qui sont nos alliés et qui sont ceux qui aujourd'hui menacent par leur vision impérialiste, leur vision destructrice des démocraties, parce qu'ils en ont peur des démocraties, qui menacent nos démocraties et qui menacent l'Europe. Alors oui, pour vous, en votre nom, j'ai voulu être présente sur ce sujet-là et porter ces valeurs. Mais au-delà, bien sûr, de cette crise qui a des conséquences et qui va avoir des conséquences durables sur nos vies quotidiennes, et on le voit avec la question des prix de l'énergie, du prix de l'essence, avec le prix des matières premières, bien sûr qu'il faut tirer aussi des conséquences immédiates qui ne sont pas tirées par le gouvernement actuel sur la vie des Françaises et des Français. Et je le dis d'ailleurs depuis longtemps, avant même cette crise ukrainienne, oui, il faut baisser la TVA sur l'essence. Oui, il faut s'engager si, en plus, on va, comme je le souhaite, vers un embargo du gaz russe. Il nous faut protéger, évidemment, nos peuples, il nous faut protéger les Françaises et les Français en bloquant ces prix de l'énergie et en prenant des mesures qui ne sont pas des mesurettes. Oui, ok, 18 centimes d'euros, c'est vraiment pas rien, je le sais. Et il vaut mieux prendre ce qui est acquis là que de faire la fine bouche. Mais quand même, c'est pas ça qui va permettre durablement de protéger les Françaises et les Français avec ce pouvoir d'achat en berne. Alors oui, il nous faut protéger, mais il nous faut aussi penser l'avenir parce que ces crises, cette crise notamment en Ukraine, qui pose aussi la question de notre indépendance énergétique, elle doit nous amener à faire les transformations beaucoup plus rapidement, justement, pour être indépendants et pour protéger les Français et leur permettre de vivre et de vivre dignement de leur travail. Alors oui, je suis rentrée par le travail, par la question du travail, directement dans ce projet. Et je veux remercier d'ailleurs Alain Vidalis, pour lequel cette question du travail est aussi une question d'engagement et d'engagement politique. Et comme moi qui ai été inspectrice du travail, nous savons que la question du travail, du salaire, sont des questions essentielles. On ne peut pas imaginer l'avenir de notre pays sans se dire que le travail, évidemment, a toute sa place, qu'il nous faut réindustrialiser aussi, et la belle idée des odyssées industrielles que nous avons travaillé avec Boris, est là pour justement apporter cette idée qu'il nous faut remettre du travail dans le pays. Et on a la possibilité de le faire parce qu'il y a des secteurs entiers sur lesquels nous voyons bien que nous avons à la fois des dépendances, je pense au secteur de la santé, mais nous avons aussi des atouts incroyables et nous pouvons nous appuyer sur toutes ces énergies renouvelables pour justement créer de nouveaux emplois. Et le travail, mais le travail qui paye, pas le travail sous-payé, pas ce nouveau statut d'ailleurs de travail dans le cadre du RSA qui serait finalement rémunéré à un niveau inférieur au SMIC. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut faire travailler les gens pour rien et les culpabiliser s'ils n'acceptent pas un travail pour rien, en disant qu'ils seraient finalement, qu'ils préféreraient être dans l'assistance. Mais de quoi on parle ? De quoi on parle ? Le travail qui paye, c'est un travail dans lequel on rémunère et dans lequel on fait cette hausse des salaires qui est absolument indispensable. Mes amis, dans notre pays, 10% des salaires les plus élevés ont augmenté 10 fois plus vite que les 10% des salaires les plus faibles. Eh bien, si ça avait suivi le même chemin,
le SMIC serait 15% au-dessus. Et moi, je propose quoi? Une revalorisation du SMIC à 15% au-dessus. Ça veut dire 200 € net mensuels de plus. C'est du rattrapage, hein, c'est du rattrapage. Mais il faut le faire. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans notre pays? Et on le voit ici, dans les Landes et partout, partout où je suis passée en France. Que me disent nos compatriotes? Les classes moyennes, les catégories populaires, on s'en sort plus. On n'y arrive plus, on s'accroche, mais les salaires sont pas là. Les loyers pour payer le logement sont de plus en plus chers. C'est de plus en plus cher de se déplacer. C'est de plus en plus cher d'accompagner nos enfants vers des études, parce qu'on ne vienne pas nous expliquer que c'est complètement gratuit. Non, on le sait bien. Les classes moyennes se saignent en permanence pour essayer justement d'amener leurs enfants vers voilà, des niveaux supérieurs, des niveaux où tout simplement ils choisissent les métiers qu'ils veulent et leur vie. Et ils n'y arrivent pas. Et ça commence donc par le travail et par le salaire, ce que je souhaite faire. Et puis avec cette égalité salariale sur laquelle on avait tellement travaillé aussi avec Nicole Perry, sur laquelle il faut arrêter maintenant. Hein, il faut arrêter, on est en 2022, qu'on ne vienne pas nous expliquer encore qu'il y aurait des justifications qui seraient liées à quoi? À la maternité. Ah bah c'est nouveau ça, les femmes elles font des enfants, elles font des bébés, elles ont un congé maternité. Eh bien, pour équilibrer les choses, on va faire en sorte que les hommes aient un congé paternité, qui soit l'équivalent de celui quasiment des femmes, ce qui fait toujours la égalité. Voilà, avec une durée obligatoire de 6 semaines sur 16 de ce congé paternité. Et puis surtout, on va aller chercher des exemples. La loi islandaise est un exemple, parce que dans la loi islandaise, quand l'employeur ne rémunère pas à égalité les femmes et les hommes, c'est à lui de montrer qu'il n'a pas fait de discrimination. Et je vous assure, c'est plus compliqué. Quand c'est à lui de le montrer, il voit qu'il ne peut pas argumenter, et donc il est obligé d'arriver à cette égalité, et derrière, eh bien, ce sont les salaires des femmes qui rejoignent le salaire des hommes, pour le mieux des femmes et des hommes, parce qu'en fait, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et vous le savez très bien, parce que vous êtes des socialistes ici, et être socialiste et être féministe, comme l'a dit Lionel Jospin, eh bien, ça n'enlève rien aux hommes, en fait. Ça permet tout simplement de vivre au mieux et de réduire cette injustice. Dans ce que nous portons ensemble, il y a aussi cette idée, je vous le redis, quand on regarde la situation, on voit ce décrochage des classes moyennes. Et ce décrochage des classes moyennes, il a quoi comme conséquence? Eh bien que tout le monde doute. Quand les classes moyennes dans un pays comme le nôtre se disent « l'école, c'est plus du tout ce qu'on avait avant, puisqu'elle ne garantit plus à nos enfants cette égalité et cette possibilité de progrès. » Quand on voit que l'hôpital, heureusement que ça a tenu pendant cette pandémie, qui n'est pas finie, grâce à quoi? À l'abnégation des soignants. Ils n'ont pas compté leurs heures, pas compté leurs heures. Ils ont été là tout le temps, et dans les EHPAD aussi, tout le temps. Et s'ils n'avaient pas été là, sans compter leurs heures, leur temps, leur énergie, la difficulté qu'ils avaient, ça n'aurait pas tenu. Mais on voit que l'hôpital a été très fragilisé, très abîmé, et qu'il ne garantit plus non plus cette protection importante, qui pourtant, l'école, l'hôpital, deux piliers de toute société civilisée, équilibrée, qui protège sa population et qui se projette vers l'avenir. Il n'y a pas un pays civilisé, paisible, démocratique dans lequel ces deux piliers-là ne sont pas garantis. Et qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années? Eh bien qu'ils sont très affaiblis. Et quand les classes moyennes voient qu'elles n'y arrivent plus parce que le salaire n'est pas là, parce que le travail n'est pas là, parce que l'école n'est plus au rendez-vous pour leurs enfants, et parce que l'hôpital, ça reste quand même quelque chose de compliqué, et que dans des déserts médicaux, et vous en savez quelque chose, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, souvent ce sont des mois et des mois d'attente, et que finalement le message c'est quoi? Aller très loin, payer très cher, si vous voulez être soigné mieux ou plus rapidement. C'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui. Eh bien, quand tout cela est en train de se fragiliser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les classes moyennes doutent de la démocratie. Elles doutent finalement de l'intérêt du vote. Elles doutent de la politique. Elles nous disent, mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Est-ce que nos vies vont changer? Est-ce qu'il y a des réponses? Et quand elles doutent de tout cela,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la montée des populismes et des extrémismes. Et c'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Alors il faut revenir avec nos valeurs, nos convictions, avec ce que nous sommes, nous, cette gauche républicaine, laïque, sociale, européenne. Il faut revenir avec nos propositions, ce que nous faisons, qui en fait sont les propositions modernes, celles qui répondent vraiment au sujet des Françaises et des Français aujourd'hui. Et je vais vous dire, au début de la campagne, mois de septembre, octobre, quand je commençais mon tour de France et que j'allais sur les plateaux de télévision, on me disait deux choses. C'est bizarre quand même, vous faites une campagne présidentielle et vous faites le Tour de France. J'ai même un sondeur qui un jour sur un plateau a dit « Enfin, c'est du grand n'importe quoi, une campagne présidentielle, on va écouter les gens, mais enfin, écoutez les gens, écoutez les gens. » Je me suis dit, bon, étrange, ma conception de la politique, c'est quand même d'écouter les gens. Et puis de me nourrir de leur vie, de leurs témoignages, pour voir si nos solutions sont vraiment celles qu'il faut, si elles sont adaptées. Mais il y avait cette remarque-là. Et puis il y avait une deuxième remarque. On me disait, mais enfin, vous ne parlez pas des vrais sujets qui intéressent les gens. C'est normal que ça ne soit pas audible. Les vrais sujets, c'est quoi? C'est l'immigration, 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 l'immigration. Et je disais, je ne nie pas qu'il y ait un sujet, bien sûr, à traiter, et on a des propositions sur les questions d'immigration, et il faisait le lien avec la sécurité. Je vois pas toujours, quand même, hein, comme on fait juste un signe égal, mais bon, je leur disais, sur ces deux sujets, et je prends séparément l'immigration et la sécurité, j'ai des propositions. Mais je leur disais, mais moi, ce n'est pas ce que j'entends dans ce Tour de France qui, pour vous, a l'air si inutile. Ce que j'entends, ce sont les problèmes de pouvoir d'achat. Déjà, au mois de septembre, au mois d'octobre, je proposais le 6 octobre la baisse de la TVA sur l'essence. Pourquoi? Parce que déjà, c'était le sujet. Je proposais déjà, dès le mois de septembre-octobre, qu'on revienne sur la question des salaires. Parce qu'évidemment, les salaires sont trop faibles dans le pays. Et je proposais déjà au mois de septembre et octobre les sujets comme l'éducation ou la santé, parce que c'est ce dont on me parlait tout le temps, dans mes rencontres avec les Françaises et les Français. Et on a essayé de nous faire croire pendant des mois que ça n'était pas les vrais sujets. Pour arriver à quoi? À une impasse. À une impasse parce que, en fait, quand même avec des médias très puissants, hein, alors là, et qui y vont, hein, alors là, ils y vont, hein, avec leur vision à eux, de ce qu'ils voudraient, de ce qu'ils ne voudraient pas, de qui doit disparaître, nous en particulier, hein, ça vous l'avez bien dit avant moi, eh bien, malgré cette puissance-là, la réalité est là, et elle rattrape toujours. On se fait toujours rattraper par la cavalerie. Et la réalité, elle rattrape toujours les récits qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et on se retrouve aujourd'hui à un moment où ces sujets sont sur la table, ils sont là, et on sait que ce sont les vrais sujets sur lesquels les Français attendent de nous. Et en même temps, avec cette guerre en Ukraine qui, évidemment, écrase aussi cette élection présidentielle et le débat de cette présidentielle. Et nous sommes dans ce moment très particulier. Hier, lors d'une interview sur une radio, le journaliste m'a dit, tout le monde s'accorde à dire, là j'étais contente, hein, je goûtais quand même, là, c'était presque de l'Armagnac. Et donc, je goûtais les paroles qui me disaient, vous avez le programme qui répond le plus aux attentes des Françaises et des Français. Alors, pourquoi ça ne marche pas? J'ai dit, bah oui, ça c'est une grande question. Hein. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que cette campagne permet de poser les orientations, les projets sur lesquels les Françaises et les Français vont devoir se décider en leur âme et conscience, avec leur libre arbitre, pas avec tous les jours une course des petits chevaux instrumentalisés pour voir tel des bookmakers sur qui on va miser. C'est pas ça, la démocratie et la politique. Et l'enjeu est beaucoup trop grave, beaucoup trop lourd, parce que les 5 années qui viennent sont décisives sur le changement climatique, sur les questions sociales et sur les questions démocratiques. Les 5 années qui viennent sont décisives. Mais cette campagne, pour l'instant, n'a pas permis de poser sereinement, respectueusement, le mot respect, respectueusement, les offres politiques qui sont les nôtres. Là aussi, pendant plusieurs mois, début de cette campagne,
quand je venais sur un certain nombre de plateaux, je leur disais au bout d'un moment, écoutez, j'ai le sentiment qu'il est plus légitime à vos yeux d'être un homme négationniste d'extrême droite qui tient des propos qui sont des propos en fait condamnables et condamnés par la justice, que d'être une femme de gauche, républicaine, socialiste, laïque, et qui vient porter les couleurs d'une grande famille politique qui s'appelle la famille socialiste, qui a apporté à notre pays toutes ces grandes réformes, toutes ces grandes conquêtes sociales et sociétales, qui est celle aussi qui a mis en 2015 la question du climat avec l'accord de Paris sur le climat sur la table et qui en a fait un accord signé mondialement sur lequel nous aurions dû nous appuyer pendant ces 5 dernières années. Et c'est ceux-là à qui on dit qu'il n'y a pas de légitimité parce qu'effectivement, on nous renverrait à quoi? À l'histoire ancienne. Mais cette histoire qui, bien sûr, trouve ses racines dans Jaurès, dans Blum, dans tous ceux qui nous ont précédés. Cette histoire qui est celle qui fait que François Mitterrand aussi s'est levé un jour, a rassemblé, a fait ce travail avec les élus de la Convention républicaine. Et Nicole m'en parlait souvent lorsque je travaillais avec elle. Et c'est cette histoire qui, parce qu'il n'y a jamais eu de résignation, de renoncement, parce que nous savons que cette histoire, elle porte quoi? Quelque chose d'intemporel. La question de la justice et de la justice sociale, c'est totalement intemporel. Et nous le savons, si nous, les socialistes, nous ne sommes pas présents pour la porter, personne d'autre ne la porte. Parce que s'il n'y a pas cette force-là, qui est la nôtre, qui porte au quotidien, dans les collectivités, mais aussi au niveau national, la justice dans l'école, la justice à l'hôpital, l'égalité des chances, l'égalité des droits, si nous ne la portons pas, personne d'autre ne le fait. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avons vu ces 5 dernières années, c'est que ce sont les plus puissants, les plus forts, les plus riches qui l'emportent toujours. Et en plus, ils l'emportent en faisant et en écrasant complètement et le débat, surtout pour que les classes moyennes et les catégories populaires ne viennent pas contester la façon dont ils ont préempté tous les droits. Écoutez, regardez même deux sujets très différents. Le sujet de Total en Russie. Total en Russie qui dit « mais enfin, on ne peut pas sortir de Russie, tout ça c'est de l'économie ». Ouais, c'est de l'économie, mais enfin, il y a des gens qui sont en train de se faire massacrer en Ukraine, et puis c'est un peu de la politique qui doit répondre quand même à un certain nombre de règles internationales, du droit international, décidé par qui? Par des gens qui ont la légitimité pour décider des règles internationales, et c'est de la politique, ça, c'est pas de l'économie, juste de l'économie. Et que le patron d'une grande entreprise vienne expliquer que de toute façon, il ne tiendra aucun compte de ce qui peut se décider sur le terrain géopolitique pour garantir quoi? La paix en Europe et la paix en Ukraine, c'est quand même particulièrement scandaleux. Moi, je ne suis pas pour ce type de situation dans lesquelles, justement, ce pouvoir économique, ce pouvoir de l'argent, puisse décider de nos vies à ce point en disant c'est de l'économie. Eh ben non, c'est de l'humain. Et l'humain, ça passe d'abord. Et le deuxième exemple, dans les Landes, avec Henri Emmanuelli, vous aviez pris, et cher Xavier, cette orientation de ne pas avoir d'EHPAD publics. Et on voit... Je vais venir à l'EHPAD public, mais pas d'avoir d'EHPAD privés. Et cette décision que vous avez prise aujourd'hui, on le voit bien, avec ce scandale Orpea. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des bonnes âmes qui se sont dit oh, on va laisser, il y a des niches fiscales pour investir dans la dépendance, et on va laisser justement financer une partie de cette dépendance, notamment par des établissements privés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en fait, l'argent de ces EHPAD privés, il est allé à quoi? À rémunérer les actionnaires. Et il n'est pas du tout allé
aux soins, à l'assistance, à l'accompagnement digne de nos aînés qui sont en grande dépendance et qui ont besoin qu'on soit là à leur côté. Et ce modèle-là, qui a explosé dans ce scandale, on vient nous expliquer hier que le gouvernement va se retourner, va aller en justice pour demander le remboursement des sommes que Orpea aurait eu indûment, mais il ne va pas aller quand même sur le terrain de la maltraitance. Ah ben non, ça c'est de l'humain, c'est pas de l'économie. Donc on ne va pas aller sur le terrain de la maltraitance. Mais bien sûr qu'il faut aller sur le terrain de la maltraitance. Et bien sûr qu'il faut aller demander des comptes sur ce terrain-là, parce que c'est sans doute le sujet le plus important qu'il nous faut régler, sur lequel il faut avoir la vérité. Et cette vérité, elle doit être faite aussi par la transparence des rapports et des enquêtes qui ont été faites. Et je sais que nos parlementaires vont se battre sur ce sujet. Et ces 5 dernières années que nous venons de passer avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est arrivé en 2017, et c'est vrai que peut-être que certains pouvaient avoir un doute sur le fait qu'il allait proposer autre chose. Et qu'il y avait cette vision moderne, et on nous disait, et de gauche et de droite, et en même temps, et tout ça en même temps. Bon, peut-être que certains, et je le dis vraiment en toute bonne foi, pouvaient y croire, et il ne s'agit vraiment pas de les culpabiliser. Moi, j'y ai pas cru parce que j'avais vu quand même un peu ce qui se passait. Boris l'avait vu aussi, encore de plus près. Mais bon, ça pouvait encore s'entendre. Mais 5 ans d'un bilan dans lequel on a vu ce qui se passait. L'affaiblissement de l'école, l'affaiblissement de l'hôpital. Parce que quand même, juste avant la crise Covid, il y a des mouvements dans tous les hôpitaux de France pour dire que ça ne va pas. Il y a le collectif interhospitalier qu'on soutient qui dit que ça ne va pas. Il y a même des mouvements qui démarrent avant dans les EHPAD. Des personnels soignants qui disent ça va pas, on n'y arrive plus, on n'est pas assez nombreux, on n'est pas bien payés, on n'y arrive pas, et qui disent déjà notre maltraitance, c'est aussi la maltraitance des personnes qu'on accueille dans ces établissements. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et même pendant cette pandémie où il a essayé de masquer les choses avec le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, heureusement que c'est au niveau européen que la décision a été prise de soutenir l'économie de tous les pays et l'économie européenne. Le quoi qu'il en coûte, c'est une décision européenne et en fait, heureusement qu'on a soutenu l'économie. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste derrière? 5600 lits supprimés dans les hôpitaux publics en France. C'est ça la décision qui est prise par Emmanuel Macron après cette pandémie, au milieu de ces 5 années de gouvernement. Et puis, ce que nous voyons aussi, la dureté, la difficulté de la vie, les pensions des retraités qui en fait ont été taxées, et puis les mensonges. J'étais à côté de Carcassonne, j'étais dans l'Aude il y a 2 jours, et j'ai rencontré des agriculteurs qui, bien sûr, m'ont montré leurs fiches MSA avec ce qu'ils avaient à l'arrivée. Emmanuel Macron a laissé croire qu'il allait augmenter, passer à 85% du SMIC les pensions agricoles. En fait, il n'en est rien. Entre le net et le brut, il a fait une petite opération de passe-passe. Il a aussi considéré que les agriculteurs qui avaient bénéficié, enfin qui avaient travaillé dans d'autres secteurs avant, il fallait leur déduire la part de cette pension-là de leur propre pension. Et puis, il n'a pas du tout traité la situation des conjoints, c'est-à-dire des conjointes, des femmes d'agriculteurs. Eh bien, je vous le dis, ce qu'il a fait en donnant, toujours avec de la communication, l'illusion qu'il s'occupait de cette situation, c'est en fait l'inverse. C'est vraiment contre toutes ces femmes et ces hommes. Et moi, je propose sur cette question des pensions et des retraites, parce que, évidemment, qu'il s'est aussi attaqué aux retraites pendant ces 5 années, ce que je propose, c'est de revenir à une situation juste, parce que là aussi, la retraite, c'est un pilier de notre protection sociale, de notre équilibre social. Et moi, je propose que ce ne soit surtout pas les 65 ans, que ce soit 62 ans et pas un de plus, et qu'on réintroduise les critères de pénibilité qu'il a supprimés, tenez-vous bien, en septembre 2017. En septembre 2017, c'est lui qui supprime les critères de pénibilité. Et aujourd'hui, ce qui empêche déjà
des femmes et des hommes qui ont eu des métiers pénibles de pouvoir partir avant. Et moi, je propose qu'on réintroduise ces critères-là, travailler avec une exposition aux risques chimiques, travailler sur des marteaux-piqueurs, porter des corps quand on est une femme ou un homme qui travaille dans un EHPAD et que toute la journée on porte évidemment des personnes parce qu'on a besoin de les porter, parce que ça fait partie du métier. Et bien tout cela, il faut le prendre en considération et permettre à ces femmes et à ces hommes de partir même avant 60 ans, même avant 60 ans. C'est ça notre proposition. Et Emmanuel Macron, il pouvait y avoir un doute, mais le bilan ne laisse aucun doute, et alors le programme encore moins. Le programme encore moins. Que certains qui se diraient encore de la famille socialiste soient tentés par cela, c'est pas possible. Ça veut dire qu'ils ne savent pas lire, peut-être, là. C'est pas possible. C'est pas possible parce que le monde qu'ils nous proposent n'est pas ce monde dont on rêve et ce monde dans lequel la justice sociale a sa place. C'est pas possible de se dire je vais voter pour quelqu'un qui va privatiser l'école et en fait qui dit aux classes moyennes bah écoutez, si vous voulez donner une bonne éducation à vos enfants, saignez-vous encore un peu plus pour aller dans l'école privée parce que l'école publique ça sera vraiment pour les plus pauvres. Hein, c'est ça le projet qu'il y a aujourd'hui sur la table. Et c'est le même projet sur la dépendance. Et c'est ce même projet d'une violence sociale inouïe sur les retraites. Alors il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute possible. Et bien sûr, il voudrait aussi commencer à nous refaire le coup d'un vote utile. Non, non, le vote utile, c'est vraiment le vote pour ses convictions. C'est le vote pour les propositions que nous portons et qui améliorent la vie des Françaises et des Français. Et puis à notre gauche, il y a quelqu'un d'autre qui essaye aussi de se dire utile. Franchement, là aussi, vous le savez aussi bien que moi. Dans combien de communes, dans combien de départements, dans combien de régions, la France insoumise, les amis de Jean-Luc Mélenchon, ont essayé de nous faire battre. À peu près partout. Il y avait 5 ans après 2017 pour effectivement essayer de reconstruire quelque chose qui à gauche donne une gauche rassemblée parce que nos compatriotes nous disent rassemblez-vous. Mais qu'a-t-il été fait pendant ces 5 ans de la part de Jean-Luc Mélenchon? Combattre qui? La gauche, les socialistes, les sociodémocrates qui pour lui sont sans doute son pire ennemi. Nous éliminer un objectif plein et entier. Nous éliminer, pas travailler avec nous, pas ajouter quelque chose qui pourrait se concevoir et s'entendre. Non, nous éliminer. Cette gauche-là, elle n'est pas utile à nos concitoyens. Cette gauche-là, elle ne veut pas se coltiner le réel et la gestion du pouvoir. Cette gauche-là, elle veut rester dans l'incantation, dans la rue, voilà, elle veut rester à cet endroit-là. Mais elle ne veut pas être comptable de la gestion, parce qu'elle sait, ils savent, que quand on se coltine la gestion, eh bien sûr qu'on va décevoir forcément, et en plus le peuple de gauche met tellement d'idéal dans ce que nous pouvons porter pour émanciper, changer la vie, que forcément il y a des déceptions, et que forcément on ne fait pas tout bien, et que forcément il y a des erreurs, et que parfois on ne prend pas le bon chemin. Mais quand même, est-ce que ça signifierait que tout ce qu'on a fait, que tout ce qu'on porte, et ce que nous portons notamment depuis 80, si je prends cette période plus récente, serait à jeter aux orties? La retraite à 60 ans, les 35 heures, les congés payés, toutes ces grandes réformes, la décentralisation qui fait que, en fait, il y a cette proximité possible avec nos concitoyens grâce aux pouvoirs locaux, l'école publique, les 80% d'une classe d'âge au bac, tout cela serait à jeter parce que certains auraient décidé que ce n'est plus le moment de quoi? De parler des injustices et de porter pour nous cette volonté d'un pays dans lequel on puisse reprendre le goût de se parler, d'être ensemble dans nos différences, dans la mixité et avec ces valeurs que sont les valeurs de cette République laïque et sociale que nous incarnons si bien. C'est ce qu'il voudrait nous dire aujourd'hui et cette gauche nous combattre pour dire que nous serions illégitimes. Eh bien, nous ne pouvons pas nous résigner, je vous le dis. Moi, j'ai décidé de relever le flambeau et de porter cette rose de la
cet espoir d'un monde meilleur, et que nous sommes des femmes et des hommes engagés, que nous sommes des femmes et des hommes qui connaissons la vie réelle. Mon père, qui était ouvrier, me disait tout le temps, tu sais, ceux qui ont le plus amélioré la vie de la classe ouvrière, ce sont les socialistes, ce sont eux qui ont porté les réformes qui nous ont permis d'être plus dignes au travail, de mieux gagner nos vies, de pouvoir éduquer nos enfants. C'est cela que nous voulons dire encore aujourd'hui, à un moment où on voudrait nous faire croire que ces idées ne seraient plus les idées modernes et actuelles. Eh bien moi je vous le dis, cette rose que je porte et que nous portons ensemble, cette rose-là, elle n'a pas fini de vivre, elle n'a pas fini de s'éclore, on n'a pas fini d'en semer beaucoup d'autres. Et vous le prouvez ici, dans les Landes, par votre mobilisation, par votre souci des autres, par votre goût de la République sociale et laïque. Je vous le dis, mes amis, ne nous en laissons pas compter. Ne nous en laissons pas compter parce qu'il reste ces 15 jours. Et dans ces 15 jours, nous devons convaincre que nous sommes le vrai rempart à l'extrême droite. C'est par la justice qu'on combat aussi l'extrême droite, pas par la violence sociale et pas par des mesures qui vont encore fracturer notre pays. C'est par le sens des responsabilités, le goût des autres, le goût des responsabilités et du rassemblement que l'on combat aussi les extrémismes. Et surtout qu'on se donne des capacités à se rassembler, à porter nos valeurs de ce beau pays. Ce pays est extraordinaire. Extraordinaire par les gens qui le composent, extraordinaire par son histoire, son origine, par ses valeurs qui sont celles de la République. Et on voudrait nous dire que tout cela n'est rien, que nous serions des individus juxtaposés les uns aux autres, chacun défendant des intérêts particuliers. Mais non, nous savons très bien que justement ce pays a envie de fraternité, que la fraternité est aussi inscrite au fronton de nos écoles et de nos bâtiments publics. Et c'est cela que nous allons porter avec force, parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y aura pas d'avenir sans justement cette fraternité, cette égalité et cette liberté que nous revendiquons, et sans la laïcité. Et cet avenir-là, nous le portons avec force, avec détermination, parce que nous n'avons jamais perdu notre boussole. Alors merci à vous pour votre engagement.